dans la région et aussi en Égypte. Et on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir notre invité, M. Raouf Ghaffar, l'expert en économie, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis d'être avec nous ce soir. Si. Et on a plusieurs aussi sujets qu'on va débattre ce soir, notamment la crise, bien sûr, dans le Proche-Orient et la guerre en Iran. Une discussion qui s'est déroulée aujourd'hui au Qatar, à Doha, entre les États-Unis et l'Iran, d'une manière indirecte, avec la médiation du Qatar, bien sûr, et du Pakistan. Et aussi, on a aussi plusieurs actualités aujourd'hui en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les lettres de créance de 17 nouveaux ambassadeurs accrédités en Égypte. À cette occasion, le président el-Sisi a salué les nouveaux ambassadeurs, réaffirmant l'attachement de l'Égypte aux relations bilatérales avec leur pays. Le chef de l'État a également souligné la volonté du Caire de renforcer et de développer la coopération dans divers domaines au service des intérêts communs et du rapprochement entre les peuples. Le président el-Sisi a exprimé ses vœux de réussite aux nouveaux ambassadeurs dans leur mission diplomatique, réitérant l'engagement du Caire à leur fournir toutes les formes de soutien au cours de leur mission en Égypte. Aussi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la signature de plusieurs contrats avec des groupes mondiaux, des entreprises internationales qui ont déjà des investissements dans la zone économique du canal de Suez. Tous les contrats soutiennent les efforts de l'État visant à multiplier les partenariats avec le secteur privé, en particulier les entreprises internationales, pour développer les services logistiques dans la zone du canal de Suez. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu un appel téléphonique aujourd'hui de son homologue italien Antonio Tajani. Cet entretien téléphonique a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et a permis un échange de vues sur des questions régionales d'intérêt commun. Abdelghati s'est félicité de la dynamique croissante des relations bilatérales, soulignant l'engagement à élargir ces relations à de multiples domaines, notamment économiques, d'investissement et commerciaux, contribuant ainsi à l'accroissement des échanges et à la réalisation d'intérêts partagés. Les deux ministres ont également échangé leur point de vue sur les derniers développements des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Ils ont souligné l'importance de tirer part de la dynamique créée par la signature du mémorandum d'entente ouvrant la voie à un accord plus durable qui contribue à la désescalade et renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, tout en garantissant la liberté de navigation conformément au droit international. Alors, M. Raouf Ghaffar, vous avez commenté sur ces nouvelles qu'on a dit. À propos des ambassadeurs, l'Égypte, je pense que l'Égypte est un des pays qui a le plus nombreux missions diplomatiques à l'étranger, et je pense que le nombre d'ambassadeurs étrangers en Égypte est encore un grand nombre. Et ça, c'est justement la politique de l'Égypte, d'avoir des relations et de renforcer les relations avec tous les pays du monde, si on peut, sans exception, politiquement, économiquement, etc. C'est toujours très utile. Et voilà. Il y avait des signatures de contrats avec des entreprises internationales dans la zone économique du canal de Suez. Quand on entend des contrats signés avec des entreprises étrangères, ça veut dire investissement direct en Égypte. Et je pense que la zone du canal de Suez est un endroit très lucratif sur ce plan. Et comme je viens de dire, franchement, on est très content quand le Premier ministre ou le Président il assiste à la signature de tels contrats. Premier ministre, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des productions derrière, absolument. Et surtout que vous avez mentionné que le secteur privé
va jouer un rôle assez important. De plus en plus un rôle important. C'est sûr qu'exactement, on a besoin. Le développement dépend sur le secteur privé. Et c'est pour ça qu'on doit l'encourager. Et la zone économique du canal de Suez représente elle a des avantages très, très bons pour les investisseurs et ça ouvre la porte justement aux marchés non seulement locaux, mais aux marchés de voisinage, des pays de voisinage et de l'Afrique. C'est toujours une position stratégique, le canal de Suez pour l'Égypte, qui est irremplaçable. Certainement, c'est un passage le plus important, disons, sur le plan maritime, dans tout le monde. Quand on voit le problème des détroits d'Ormuz, il y a une solution aussi chez nous, le canal de Suez. Absolument. Pour tout le monde, ils ont senti cette importance. Et grâce à Dieu, on ne peut pas l'avoir sans fermer, disons, pour plus d'1 ou 2, 3 jours. Sinon, le commerce international s'affecte terriblement. Bien sûr, les efforts du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdellah. Certainement, vous avez parlé de l'Italie. Nous avions toujours des relations très étroites avec l'Italie, échanges commerciaux. Nous avons beaucoup d'entreprises italiennes qui travaillent en Égypte, et c'est-à-dire ça continue vers le mieux. Et je pense que les deux gouvernements à présent sont en très bons termes. Ils travaillent aussi à apaiser les tensions dans la région. Les Absolument. deux pays méditerranéens de forte influence. Certainement. Ils ont un intérêt commun pour garder sécurité dans la région. L'Italie représente un pays assez important dans l'Europe et l'Égypte certainement de l'autre côté. Donc c'est très important de garder ce genre de relations et ce genre de pour parler avec les homologues. Bien sûr, bien sûr. On va passer maintenant à notre sujet de ce soir, notre dossier très important, l'Iran et les discussions en Iran où des représentants américains et iraniens ont mené aujourd'hui des discussions à Doha, à Qatar, dans le cadre des tractations visant à un règlement durable de la guerre au Moyen-Orient, après des échanges de frappes qui ont menacé de faire voler la trêve en éclats. Plus de détails dans ce commentaire. Une réunion trilatérale s'est tenue à Doha entre l'Iran, le Qatar et le Pakistan afin d'examiner la mise en œuvre de l'accord entre Washington et Téhéran, a rapporté l'agence de presse Reuters. Le président américain Donald Trump a salué mercredi les progrès des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, évoquant de très bonnes réunions à Doha. Les médias qataris ont rapporté les propos du vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Jaribabdin, selon lesquels les discussions à Doha ont porté sur la mise en œuvre de l'accord irano-américain. Pour sa part, un diplomate iranien a indiqué que des représentants américains et iraniens tiendront mercredi des discussions techniques indirectes à Doha dans le cadre des tractations visant à un règlement durable de la guerre au Moyen-Orient après des échanges de frappes qui ont menacé de faire voler la trêve en éclats. Le diplomate a ajouté que les discussions portaient sur le déblocage des fonds iraniens gelés, le détroit d'Ormuz. Le ministère qatari des Affaires étrangères a précisé que Doha n'agissait qu'autant que médiateur dans ce dossier, conformément à l'accord conclu entre Washington et Téhéran. Une première réunion est prévue avec les médiateurs mercredi, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Baghai. Si la signature du pacte entre Washington et Téhéran a permis de réduire l'intensité du conflit, d'importantes tensions persistent notamment autour du nucléaire iranien, du déblocage des avoirs iraniens gelés ou de la gestion du stratégique détroit d'Ormuz, où le trafic a ralenti ce week-end après 2 attaques de navires. Monsieur Raouf, comment vous voyez les négociations, ce qui se déroule aujourd'hui au Qatar, à Doha, il va mener à un règlement ou à apaiser la tension et l'escalade dans la région? On a déjà signé il y a quelques semaines un accord
qui disait que dans 60 jours, tous les petits détails, tous les petits problèmes doivent être d'une façon ou d'une autre discutés et on doit aboutir à une conclusion de façon à ce que dans 60 jours, tout doit être terminé. Mais il y a toujours quelqu'un qui travaille sous la table, comme on dit, et je pense que c'est Israël toujours, absolument, tout le monde savait c'est connu de l'État d'Israël. Tout le monde n'a jamais respecté les trêves, jamais respecté les cessez-le-feu, et faire tout ce que bon leur semble après qu'on arrive à des contrats c'est-à-dire, c'est connu. Cette fois-ci, ils ont certainement une influence importante sur l'Amérique, et c'est pour ça que chaque 2-3 jours, il y a toujours, voilà, on bombarde ici, et l'autre partie il se venge, c'est-à-dire ça va et vient. Mais à mon opinion, voilà, le Pakistan joue un rôle très important. Maintenant, Qatar aussi. Je pense que, voilà, peut-être 3-4 sessions de négociation peuvent petit à petit arriver à un cessez-le-feu définitif. Monsieur Raouf, on a vu aussi dans cette dernière période aussi les États-Unis et Israël commençaient à avoir des différends entre les points de vue ensemble, et ça c'était pour la première fois peut-être qu'on sentait des différends. Toujours ils disaient que la politique américaine c'est toujours avec la politique israélienne, ils soutiennent les Israéliens, mais dans cette partie, les Américains, ils ont senti toujours qu'il y a des différences pour se profiter pour l'économie, et que les Israéliens, ils ont des répercussions négatives sur la politique américaine. Absolument. Premièrement, il faut dire qu'Israël a perdu beaucoup, non seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Et ça se reflète, c'est-à-dire, je pense que l'Amérique a commencé à réaliser que c'était vraiment un grand problème de suivre Israël dans cette guerre, qui n'avait pas d'objectif, qui n'avait pas de raison, si on peut dire, et que on avait dit que sur le problème balistique, sur le problème nucléaire, on avait terminé ça l'année passée, ça a recommencé, et c'est toujours Israël qui met le feu. Pousse vers le. Absolument, vers elle le pousse. feu, Et Israël, elle a un intérêt, particulièrement Monsieur Premier ministre Netanyahou, de garder sa position, parce que si jamais il n'est plus Premier ministre, son destin est bien connu. C'est pour ça qu'il essaye de garder. Il ne veut pas être quelqu'un qui a subi une défaite, toujours qu'il est le gagnant, et il dit qu'est-ce qui s'est passé en Iran, comment, même les Israéliens, ils ont dit ça. Et puis ils ont subi beaucoup de pertes, c'est-à-dire l'Iran les a bombardés et ils ont fait pas mal de dégâts dans des villes israéliennes. Oui. Et ils commencent à réaliser ceci. Mais la société israélienne est formée de beaucoup de différents rites, de différentes ethnies. Absolument. Je ne peux pas dire c'est même ethnie. Mais c'est-à-dire ils ont des idées beaucoup différentes les uns des autres, et pour simplement les garder en paix, et il faut les bousculer de problèmes externes, de les faire sentir qu'ils sont toujours des victimes et que tout le monde veut leur mort, etc. etc. Sinon, il y a un problème interne en Israël. Et certainement, le Premier ministre comprend ça. Et il veut toujours que le peuple israélien soit en alerte, ici et là. À mon opinion, ça ne peut pas terminer.
Vous avez bien dit que maintenant, l'Amérique commence à changer d'avis et à réaliser qu'ils sont dans un grand problème économique. Le prix des carburants s'élève et le prix de toutes les marchandises, commodités, etc., s'élève. Ça devient de plus en plus difficile pour le citoyen américain. Et c'est ça ce qui... et surtout que M. Trump a des élections dans 3-4 mois, même pas, en novembre, donc il doit commencer... Trump, il voit toujours qu'il y a un nombre de pays qu'il veut régler. Il a dit ça, mais malheureusement, il a fait exactement le contraire. Mais il s'attend à ce que dans ces élections, la majorité vienne dans son camp. Sinon, il va encore avoir des risques d'être impeached ou éloigné de son poste. On va passer à un autre commentaire sur les répercussions économiques de cette guerre ou l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran en 2026 a provoqué de profondes inquiétudes au sein de la communauté internationale. Ce conflit, qui dépasse largement le cadre régional, a eu des conséquences directes sur les marchés mondiaux de l'énergie et sur l'économie mondiale. Plus de détails dans ce commentaire de Salah Al-Marad. En raison de la position stratégique de l'Iran dans le Golfe Persique et de l'importance du détroit d'Ormuz pour le commerce mondial de pétrole, toute dégradation de la situation sécuritaire entraîne immédiatement des perturbations économiques à l'échelle planétaire. Le premier impact s'est manifesté par une forte hausse des prix du pétrole et du gaz naturel. Les craintes d'une interruption des exportations pétrolières iraniennes et d'une fermeture partielle du détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial, ont provoqué une flambée des cours du Brent et une forte volatilité des marchés énergétiques. Plusieurs compagnies maritimes ont également suspendu temporairement leurs activités dans la région, aggravant les tensions sur l'approvisionnement mondial. Cette hausse des prix de l'énergie a entraîné une augmentation du coût de production et de transport dans de nombreux pays. Les industries fortement consommatrices d'énergie, notamment la sidérurgie, la chimie et les transports, ont été particulièrement touchées. De plus, l'augmentation du prix des carburants a alimenté l'inflation dans plusieurs économies, réduisant le pouvoir d'achat des ménages et freinant la consommation. Les marchés financiers ont également subi les effets de cette crise. L'incertitude géopolitique a provoqué une baisse des principales places boursières et un mouvement de repli des investisseurs vers les actifs à considérer comme plus sûrs, comme l'or et certaines obligations souveraines. Les monnaies de nombreux pays émergents se sont dépréciées en raison des sorties de capitaux et de la hausse du coût des importations énergétiques. Par ailleurs, le conflit a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les retards dans le transport maritime, l'augmentation des primes d'assurance et les difficultés logistiques ont affecté le commerce international. Les pays importateurs de pétrole, notamment en Europe, en Asie et en Afrique, ont dû faire face à des dépenses énergétiques plus élevées, ce qui a pesé sur leur croissance économique. Les institutions économiques internationales ont également revu leurs prévisions de croissance à la baisse. Cette crise a accéléré la réflexion sur la diversification des sources d'énergie et la transition énergétique. De nombreux États cherchent désormais à réduire leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient en investissant davantage dans les énergies renouvelables, le gaz naturel liquéfié et les infrastructures énergétiques alternatives. Monsieur Raoul Gaafar, alors, comme on a entendu dans ce reportage, quelles sont les principales conséquences de cette escalade sur l'économie mondiale et surtout l'énergie, le marché de l'énergie mondiale? Prix de l'énergie a haussé, le transport a haussé par conséquent, l'assurance sur les navires et sur le transport a haussé, donc le prix de tout a monté d'une manière vraiment exorbitante. Ce qui se reflète directement sur les individus, n'importe où, c'est-à-dire en Afrique, en Europe, en Amérique,
tout le monde est affecté sur le plan individuel et sur le plan économique global. J'ai maintenant aussi une nouvelle de l'agence France Presse sur les États-Unis qui ont prélevé plus de 4,29 millions de barils de pétrole de leurs réserves stratégiques, selon des données officielles, soit la moitié de leur engagement pris pour atténuer les effets du conflit au Moyen-Orient. Ils ont prélevé plus de 4,29 millions de barils à cause de cette crise. Absolument. Et d'ailleurs, ils avaient promis à l'Europe de leur compenser, si vous vous rappelez. Oui. Ils ont dit, ne vous en faites pas, si jamais le détroit d'Ormuz est fermé, nous allons vous donner ce que vous voulez. Et ne prenez pas de la Russie. Et ils n'ont même pas à quoi suffire eux-mêmes. Comme vous avez dit, ils ont épuisé un grand pourcentage de leurs réserves. C'est une crise qui a touché tout le monde, à l'exception peut-être d'un ou deux pays, mais tout le monde a été affecté. Et à mon avis, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire, ça doit se résoudre d'une manière ou d'une autre pour que l'humanité existe. Sinon, franchement, on a un problème. D'ici quelques mois, il y aura des pénuries d'énergie, pénuries de gaz, de pétrole, et le monde ne peut pas survivre ça. Mais les Iraniens sont des bons négociateurs. Alors, je crois qu'ils cherchent à une politique gagnant-gagnant. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien à perdre. Non, ils ont. Oui, mais personne ne veut détruire son propre pays. Mais ils ont une certaine conviction et ils la défendent. C'est pour ça que leur situation est toujours solide. Oui. Parce qu'ils ont de quoi défendre. De l'autre part, moi je pense que l'Amérique, jusqu'à présent, ne sait pas de quoi il s'agit. La plus grande puissance militaire absolument, économique du monde, avec ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ici. Oui. Franchement, c'est-à-dire, comme on venait de dire, si on parle de nucléaire, ils ont dit que c'était terminé l'année passée. Ils ont recommencé cette année. C'était une des raisons principales d'entrer cette guerre. Et puis on parle de l'étroit d'Ormuz qui était ouvert, on l'a fermé et puis on négocie pour c'est-à-dire une situation qui n'est pas claire. Et même pour le président américain, je pense qu'il ne sait pas où aller. C'est pour ça qu'il parle beaucoup, c'est-à-dire il fait des conférences de presse 2-3 fois par jour, et ce qu'il dit le matin, il change l'après-midi, parce qu'il est vraiment dans une situation complètement... Il voulait toujours faire des éclaircissements à ce qui se passe, parce que son peuple toujours... Mais il éclaircit, mais d'un côté, et puis le lendemain, la situation change, il a besoin de changer ce qu'il a dit, c'est-à-dire... je ne sais pas. Espérons que ça se termine. On prie pour voilà, ces négociations qui ont lieu maintenant à Qatar. Espérons bien qu'on va avancer un tout petit peu. Sur Ouf, pourquoi le détroit d'Ormuz est-il considéré comme un point stratégique pour l'économie mondiale? Bon, 20% du pétrole et du gaz. Il n'y a pas d'autres, je crois, alternatives. Mais il y a 80%, c'est-à-dire il y a beaucoup de sources. Chemins, mais 20%, c'est déjà redoutable. C'est-à-dire. Surtout que les pays que tu sont toujours. Absolument. Et puis, il y a des économies étrangères qui dépendent sur la quantité de pétrole qui vient de cet endroit. Donc, mais personne, dans ces jours-ci, ne garde pas des réserves pour 5-6 mois. Ils ont des contrats et la fourniture continue, donc ils n'ont pas de soucis. Mais quand ça s'arrête, ils ont des problèmes.
Et 20%, ce n'est pas peu. C'est pas peu. C'est quelque chose de très bien, un chiffre. Alors, face aux tensions croissantes au Moyen-Orient, notamment après l'escalade entre les États-Unis et l'Iran, l'Égypte a joué un rôle très important, un rôle diplomatique majeur pour favoriser la désescalade et préserver la stabilité régionale grâce à sa position géographique stratégique et à son poids politique dans le monde arabe et africain. Le Caire s'est imposé comme un acteur essentiel dans les efforts visant à éviter une aggravation du conflit. Plus de détails dans ce commentaire. Depuis le début de la crise, la diplomatie égyptienne a multiplié les contacts avec les différentes parties concernées. L'Égypte a appelé à la retenue, au respect du droit international et à la nécessité de privilégier le dialogue et les solutions politiques plutôt que l'option militaire. Les responsables égyptiens ont souligné que toute extension du conflit risquait de menacer la sécurité de l'ensemble de la région et d'avoir des conséquences économiques graves pour le monde entier. L'Égypte a également coordonné ses efforts avec les pays arabes, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin de promouvoir des initiatives de médiation. Le Caire a soutenu toutes les démarches diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu et à empêcher une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Par ailleurs, l'Égypte a mis en garde contre les répercussions de la guerre sur la sécurité énergétique mondiale. Une escalade militaire dans le Golfe pourrait perturber les routes maritimes et les approvisionnements en pétrole et en gaz, provoquant une hausse des prix de l'énergie et une augmentation de l'inflation à l'échelle internationale. Le rôle égyptien n'est pas limité au volet diplomatique. L'Égypte a également œuvré pour maintenir la stabilité interne de la région en renforçant la coopération sécuritaire avec ses partenaires et en soutenant les efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui pourraient profiter de l'instabilité régionale pour se renforcer. En outre, la politique étrangère égyptienne repose sur un principe fondamental, la préservation de la souveraineté des États, le rejet de l'ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends. Cette approche a permis à l'Égypte de conserver la confiance de nombreuses parties régionales et internationales et de jouer un rôle de médiateur crédible dans plusieurs crises. Dans un contexte régional particulièrement tendu, l'Égypte continue de jouer un rôle central dans les efforts de désescalade et de promotion de la stabilité. Grâce à sa diplomatie équilibrée et à ses initiatives de médiation, le Caire contribue à réduire les tensions, à protéger la sécurité régionale et à défendre les intérêts de la communauté internationale. Monsieur Raouf, comment vous voyez le rôle majeur de l'Égypte pour désamorcer la crise dans la région et faire apaiser la tension? Bon, il faut dire que l'Égypte, c'est un pays très important, de tous les points de vue. Il a été toujours très important. Le placement de l'Égypte au cœur du monde lui donne une importance et une valeur et un poids très grand. Et en second lieu, la politique, maintenant que notre président pratique, c'est paix, sécurité. Ce qui rend l'Égypte une oasis de sécurité et de paix. C'est une zone qui est toute, vous voyez. C'est une politique équilibrée toujours. Absolument. L'Égypte. Sur le plan arabe, l'Égypte, c'est un pays pivotique et très important. Et les Arabes doivent compter sur l'Égypte. Ils ne peuvent pas rester isolés de l'Égypte ou isoler l'Égypte de l'autre côté. Donc, il faut donner à l'Égypte la valeur et le poids qu'elle déserve. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, ces avantages lui permettent de jouer un rôle important sur le plan régional pour résoudre des problèmes. Notre paix avec Israël nous donne encore une fois un avantage. On peut parler directement, on peut négocier avec Israël directement, ce qui nous permet de faire des choses les autres
pays ne peuvent pas le faire. On a vu ça aussi pour la guerre à Gaza, comment l'Égypte a Absolument, certainement. un grand rôle pour arrêter cette guerre. Absolument. Et c'est pour ça que l'Égypte, avec 2 ou 3 autres pays régionaux, l'Arabie Saoudite, la Turquie, et même le Pakistan, ensemble, ils travaillent pour que les choses se mettent en place et que toute la situation se change pour le mieux. Pour Absolument. le mieux du monde. Oui. Absolument. Et c'est une responsabilité. Je n'appelle pas ça un devoir, mais c'est une responsabilité que l'Égypte doit subir. L'Égypte toujours avec sa place géographique et géopolitique. Absolument. Et puis avec le canal de Suez, comme vous l'avez mentionné. Personne ne peut l'ignorer dans ça. Oui. Ils disent ce que bon leur semble. Notre économie n'est pas si je ne sais pas quoi, mais nous sommes un pays important, sans doute. Monsieur Raouf Gaafar, vous êtes analyste politique, expert économie. Merci bien d'être avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre épisode de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.